L'argent, il est au cœur de tout. On en veut, on en gagne, on en dépense. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé ce que c'est, au fond? Et surtout, la question qui tue, d'où vient-il vraiment? Alors non, la réponse, ce n'est pas l'imprimerie de la Banque centrale. Enfin, pas seulement. En réalité, l'énorme majorité de l'argent qui circule aujourd'hui est numérique et son origine est beaucoup, beaucoup plus surprenante que ce qu'on pourrait croire. Allez, on part ensemble à la découverte de ce mécanisme un peu secret au cœur même de notre système financier. Regardez cette image. Ces bateaux en billets de banque, c'est une métaphore parfaite, non? Ça nous pousse à nous demander si tout notre système est aussi solide qu'on le croit ou s'il pourrait chavirer à la moindre tempête. La réponse est assez fascinante. Première section, et c'est un peu la grande révélation. On va bousculer une idée reçue très très tenace sur la façon dont les banques fonctionnent et dont l'argent apparaît. Voilà, tout est là. Ça inverse complètement la vision habituelle. On imagine qu'une banque prend l'épargne des gens, la met dans un coffre et la prête. Ça, c'est le mythe. La réalité, c'est exactement l'inverse. Ce sont les crédits qui créent les dépôts. En clair, quand une banque accorde un prêt, elle ne puise pas dans une caisse. Non, elle crée de l'argent qui n'existait pas juste avant. On va décomposer le processus, c'est très simple en fait. C'est un jeu d'écriture. D'abord, un prêt est accordé. Et là, c'est le moment un peu magique, la banque crédite le compte de l'emprunteur. Hop! Cette somme, elle sort de nulle part, elle n'existait pas une seconde plus tôt, c'est de l'argent tout neuf, prêt à circuler. Mais attention, ce n'est pas éternel. À chaque remboursement du prêt, une partie de cette monnaie est détruite, elle disparaît. Et voilà, le cycle est bouclé. Un point absolument crucial, cette création monétaire n'est pas ex nihilo, comme on dit, à partir de rien. Comme l'explique bien cette citation, elle se fait en contrepartie d'une création de richesse future. Le prêt va financer quelque chose de concret, l'achat d'une maison, d'une voiture, le lancement d'une entreprise. La monnaie est donc liée à une dette qui elle-même est liée à un projet économique réel. Bon, maintenant qu'on sait d'où vient l'argent, ça soulève une autre question, énorme. Quelle est la bonne quantité d'argent pour faire tourner une économie? Et c'est là qu'intervient une théorie économique majeure. Cette théorie, elle a dominé la pensée économique pendant des siècles. L'idée de base est simple. Le niveau des prix est proportionnel à la quantité d'argent en circulation. Imaginez une petite économie avec 10 pommes et 10 euros en tout. Logiquement, chaque pomme vaut 1 euro. Maintenant, si on double la quantité d'argent à 20 euros sans changer le nombre de pommes, eh bien chaque pomme vaudra mécaniquement 2 euros. C'est ça, l'inflation. Et voici l'équation qui résume tout ça. Alors, elle peut avoir l'air un peu barbare, mais en vrai, c'est simple. M, c'est la masse monétaire, la quantité d'argent. P, ce sont les prix. La théorie part du principe que V, la vitesse à laquelle l'argent circule, et T, le nombre de transactions, sont assez stables. La conclusion est donc inévitable. Si on augmente M, la quantité d'argent, eh bien c'est P, les prix, qui vont devoir augmenter pour que l'équation reste juste. Et cette phrase de l'économiste Milton Friedman, elle est devenue culte. Elle résume parfaitement l'idée. Pour lui, la cause première de l'inflation, c'est une création de monnaie qui va plus vite que la création de richesses réelles. C'est une idée très puissante qui a guidé énormément de politiques monétaires. Sauf que ce mécanisme de création monétaire, il est à double tranchant. Oui, c'est le moteur de l'économie, mais il peut aussi être la cause de ses pires catastrophes. Voyons ce qui se passe quand la machine s'emballe et dérale. L'exemple le plus tragique, c'est la Grande Dépression. Après le crash de 29, c'est la panique totale. Les gens se ruent au guichet pour retirer leur argent. Ce qui provoque des faillites bancaires en cascade. Et là, c'est le mécanisme inverse qui se met en marche. Si les crédits créent la monnaie, les faillites et les défauts de paiement la détruisent. Massivement. La quantité d'argent dans l'économie s'est littéralement effondrée, plongeant le monde dans une déflation catastrophique. Ce chiffre, il donne le vertige. La moitié. Il faut s'arrêter une seconde pour réaliser. La moitié des banques américaines ont tout simplement disparu. La quantité de monnaie détruite était inimaginable. Et les conséquences sur l'économie réelle, terribles. Moins d'argent, donc moins d'achats, moins de production et un chômage de masse. C'était l'effondrement. Des années plus tard, c'est encore Milton Friedman qui a posé un diagnostic très sévère sur cette période. Pour lui, l'erreur monumentale, c'est celle de la Banque centrale américaine, la Fed. Elle est restée les bras croisés pendant que la monnaie s'évaporait. Il disait qu'elle aurait dû inonder le système de liquidité pour stopper cette spirale infernale. Et cette analyse, elle a changé pour toujours notre façon de voir le rôle d'une banque centrale. Justement, pour éviter qu'un tel désastre ne se reproduise, on a mis en place des institutions dont le rôle est précisément de veiller sur la monnaie et la stabilité de tout le système. Voici donc la fiche de poste d'une banque centrale moderne. Mission numéro 1, la stabilité des prix.
Il s'agit d'éviter une inflation galopante, mais aussi son opposé tout aussi dangereux, la déflation. Pour ça, leur outil principal, c'est de fixer les taux d'intérêt directeurs. C'est un peu comme le thermostat de la création monétaire. Cette stratégie, ça s'appelle le ciblage de l'inflation. Ce qui est intéressant, c'est que l'objectif n'est pas de 0%. Pour la Banque centrale européenne, par exemple, la cible est de 2%. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'une inflation faible et stable, c'est un peu comme de l'huile dans les rouages de l'économie. Ça incite à investir et à consommer plutôt qu'à thésauriser, et ça aide à ajuster les prix et les salaires plus facilement. On retrouve notre image de bateau du début. Mais cette fois, le tableau est différent. Le système n'est plus seul face aux vagues. Les banques centrales sont là, en gardiennes, pour essayer de stabiliser ces bateaux fragiles et éviter le naufrage. Elles sont devenues les piliers de la stabilité. Alors, section 5, faut-il tout repenser? Parce que, même avec ces gardiens, le système actuel n'est pas parfait, loin de là. Et face aux crises qui se répètent, certains proposent une alternative assez radicale, une idée qui pourrait absolument tout changer. Voici cette grande alternative. On passerait de notre système actuel, dit de réserve fractionnaire, à un système de réserve à 100%. La différence est énorme. Dans ce nouveau système, les banques commerciales seraient obligées de garder l'intégralité des dépôts en réserve. Ça veut dire qu'elles ne pourraient plus créer de monnaie par le crédit. Ce pouvoir leur serait purement et simplement retiré. Mais pourquoi une idée aussi radicale? Ces partisans avancent des arguments forts. D'abord, le contrôle de la création monétaire reviendrait entièrement à la puissance publique et non plus aux banques privées. Ça réduirait aussi drastiquement le risque de panique bancaire et en théorie, ça limiterait la formation de bulles spéculatives qui sont souvent alimentées par du crédit trop facile. Bien sûr, ce projet est très loin de faire l'unanimité. Les critiques sont nombreuses et sérieuses. Déjà, la transition serait incroyablement complexe et risquée. Et surtout, le besoin de crédit dans l'économie, lui, ne disparaîtrait pas. Il risquerait simplement de se déplacer vers un système parallèle, le fameux shadow banking, une finance de l'ombre, non régulée et donc potentiellement encore plus dangereuse. Et tout ce débat prend une dimension complètement nouvelle aujourd'hui. Avec les projets de monnaie numérique de banques centrales comme l'euro numérique ou la montée en puissance de monnaies privées comme les stablecoins, on est peut-être à l'aube d'une nouvelle révolution monétaire. La question de savoir qui crée la monnaie et comment on la contrôle n'a jamais été aussi actuelle. Une chose est sûre, l'histoire de l'argent est très très loin d'être terminée.